Dobrego dnia, bonjour à toutes et à tous. Dnes dobre, dobry den, dobar den. Jona podkivanok, bunaziwa, grüß Gott, guten Tag, saluton. Eh ben oui, il y a plein de langues dans le monde entier et en Europe aussi. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nolan à la réalisation avec toute son équipe. Ils sont super nombreux. Anis, Alban, Noémie, ils sont nombreux, c'est incroyable. Bonjour Anna. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Est. Aujourd'hui, dans la 55e émission de Bienvenue à l'Est, place à la poésie. Oui, tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir le poète Gabriel Zimmermann pour son recueil de poèmes intitulé Plus loin que l'atelier aux éditions Tarabuste, prix Max Jacob 2025. Bonjour Gabriel Zimmermann. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. On reçoit aussi deux artistes complets, la chanteuse et comédienne Clémentine Stepanov et le marionnettiste et comédien Jean-Pierre Cormary pour leur spectacle Les Sept Peurs, actuellement à la Comédie Saint-Michel. Bonjour Clémentine et bonjour Jean-Michel. Bonjour Anna et Jérôme. Bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle chronique avec Oriane sur les lieux légendaires qu'il faut voir absolument. Bonjour Oriane, bienvenue dans l'équipe. Bonjour. En attendant, on parlera cinéma, mais aussi musique, expo, journaux, météo et voyages. Et puis on remercie aussi, on salue notre photographe Laurent Rosemin et notre vidéaste Sophie. Vous pourrez apprécier leur travail sur les réseaux. Merci encore d'être nombreux à nous suivre. Aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, notamment l'actrice bulgare Magdalena Karalambova. Exact. On l'a vu notamment en 2019 dans Hellboy de Neil Marshall et prochainement elle sera à l'affiche de Love of Divayo Christophe, où la limite entre réalité et monde de l'absurde et l'imaginaire s'estompe peu à peu. Bon anniversaire au chanteur et compositeur polonais Wojciech Kasowski, qui même à 82 ans a avoué cette semaine vouloir continuer à se produire sur les plus grandes scènes. Bon anniversaire à la réalisatrice française d'origine roumaine, Yona Weider. Féministe, elle a cofondé le collectif Les Ansemuses en 1974. Bon anniversaire enfin au réalisateur bulgare Hristo Todorov, plusieurs fois primé pour chacun de ses films, que ce soit Le Petit Contrat ou encore Embrasse-moi qu'on vous a présenté. Pensée du jour à la sculptrice polonaise Magdalena Abakovic, célèbre artiste textile d'avant-garde. Puis nos pensées aussi à la danseuse bulgare Sonia Arova. Elle travailla entre autres avec Rudolf Nureyev. Nos pensées au chanteur accordéoniste macédonien Alexander Sarievski, l'une des figures les plus importantes de la musique macédonienne. Il avait cofondé l'ensemble Tanitz. Et puis pensez à l'acteur allemand Ulrich Mühe, qu'on a pu voir dans La vie des autres, un film de 2006 qui lui a valu une notoriété à l'international, film inoubliable, tout comme cet acteur trop tôt disparu. Pensez au poète et écrivain estonien Enn Vetemaa. Il fut décoré de l'ordre de l'Étoile blanche d'Estonie de 4e classe. C'était en 2001. Et puis pensez enfin à l'acteur slovaque Ivan Balour. Son dernier film Moi, Olga et Pnarova, réalisé par Petr Kazda et Thomas Weinreb, sorti à titre posthume, était une production franco-polono-slovaco-tchèque. Place au cinéma avec Flore Marcassin. Alors cette semaine, on va parler du scénariste et réalisateur tchèque Wojciech Strakati qui termine son deuxième long métrage The Other Side of Summer. Dans son nouveau film, il nous dépeint une histoire d'apprentissage en y incorporant des éléments de réalisme magique. Le film a été sélectionné pour la section Proxima du Festival international du film de Karlovy Vary. L'histoire suit des jeunes de 15 ans, Bekta, incarné par Lucie Fingerhutova, et Alma, Nicolas Kilorova. Assis, ils passent des vacances langoureuses au bord d'un lac, supervisés par la sœur aînée de Bekta, Marie, incarnée par Eliska Bassusova-Anusova. Les filles rêvent de s'échapper pour une fête sur la plage à travers le lac, mais leurs plans prennent un tournant inattendu quand Alma découvre un étang mystérieux sur une île dans le réservoir. Cet étang peut transporter des gens n'importe où dans le monde. Le film poursuit l'intérêt de Strakati pour une narration minimaliste mélangeant les genres.
Depuis ma jeunesse, a-t-il déclaré à Cine Europa, j'ai été fasciné par la contradiction entre où et avec qui nous aspirons être et où et avec qui nous trouvons réellement à un moment donné. Pour Stracati, les vacances d'été fournissent une métaphore appropriée de cette agitation, aiguisant ce qu'il décrit comme une insatisfaction perpétuelle avec le présent. Dans son film, nous retrouvons des inspirations de la musique pop, des jeux vidéo, du cinéma d'aventure et de la télévision. Il conçoit The Other Side of Summer comme un film d'aventure mystère intensifié, combiné à une histoire estivale de passage à l'âge adulte. Dans The Other Side of Summer, Stracati déjoue le schéma traditionnel de la narration des histoires d'été. Je voulais répondre à de nombreux films d'apprentissage d'été et m'y opposer, a-t-il poursuivi. Ils se sentent souvent trop détachés de la réalité. Tout comme les attentes des vacances sont rarement satisfaites dans la vie réelle, mon film s'éloigne des arcs narratifs conventionnels et évite de répondre aux attentes des spectateurs. Les protagonistes ne connaissent pas un premier baiser, ne rencontrent pas l'amour de leur vie, n'arrivent pas à la fête parfaite et ne vainquent pas un antagoniste clair. Ils ont une aventure, mais elle se déroule d'une manière qu'ils n'avaient ni anticipée, ni entièrement souhaitée. La distribution tchèque sera générée par Aerofilm avec la sortie en salle prévue pour la mi-septembre 2025. On prend rendez-vous donc pour mi-septembre 2025 et puis The Other Side of Summer. Excusez-moi mon anglais. Merci beaucoup Flore. On continue avec les charts où Yala Brat et Bouba Corelli, dont on avait parlé la semaine dernière, font encore parler d'eux, Gabi. Et oui, je vous en donne des nouvelles parce que c'est impossible de passer à côté du phénomène venu tout droit de Bosnie-Herzégovine. C'est donc le duo légendaire Yala Brat et Bouba Corelli qui fait un retour en force avec leur titre Tech 9, Rose Souze. Un banger trap aux sonorités sombres et envoûtantes qui affole les compteurs sur YouTube avec déjà plus de 7,5 millions de vues en à peine 2 semaines. Le morceau est partout, numéro 1 évidemment en Bosnie, mais aussi en Croatie, Macédoine du Nord, Serbie, Slovénie et même en Autriche. Yala Brat, fidèle à son style incisif et mélodique, il déploie son flow caractéristique avec une pointe d'autotune qui est pas désagréable, alors que Bouba Corelli assure un refrain entêtant et des productions toujours aussi réussies. Le clip mise clairement sur une esthétique futuriste. Les costumes sont particulièrement réussis, en particulier ceux des danseuses qui entourent les deux rappeurs, juste au corps stylisé, tenue asymétrique aux teintes néon, bottes noires massives et lunettes de soleil futuristes, tout y est. On passe d'images de cette escouade féminine ultra lookée façon girl boss à des séquences de danse parfaitement chorégraphiées, dynamiques et contagieuses qui donnent carrément envie de se lever. Les décors eux aussi sont soignés et s'accordent parfaitement avec l'ambiance générale du clip. Donc Tech 9 confirme que la scène urbaine bosnienne ne cesse de gagner en puissance avec un son qui dépasse largement les frontières, un mélange de trap moderne, d'identité balkanique et de production internationale. Direction la Pologne maintenant avec le carton plein de la semaine, c'est Santa Cruz, le nouveau tube du collectif Ekipa. En seulement 11 jours, le clip cumule déjà plus de 4,2 millions de vues et trône fièrement en tête des classements Spotify, Apple Music et YouTube dans le pays. Ekipa, c'est un crew explosif qui rassemble plusieurs figures majeures de la scène polonaise comme Modielki, Kuri, Versov, Zwiezi, Mortale ou Wlodarski. Un casting donc 5 étoiles pour un titre solaire, catchy et ultra efficace. Le titre mêle habilement un rap masculin percutant qui est adouci aussi par des refrains portés par 4 voix féminines toutes singulières qui se complètent à merveille, vraiment une vraie harmonie. Chacun y trouve sa place, chaque artiste apporte sa touche, un vrai travail d'équipe où le featuring prend tout son sens. Santa Cruz respire l'été, entre vibes reggaeton, rythme dansant et refrain entêtant, le morceau sent bon les vacances, les palmiers et les virées nocturnes. C'est clairement une bande-son calibrée pour les festivals, les soirées sur la plage et les stories Instagram. Le clip, lui, mise sur une ambiance estivale entre voitures de luxe, coucher de soleil et chorégraphique décontracté. Si vous cherchez un son feel good venu de l'Est, foncez écouter le hit de l'été, c'est Santa Cruz. Je veux bien te croire. On change complètement de registre et de décor. Direction la Russie profonde, je dirais même, avec un ovni musical qui fait sensation sur YouTube. C'est Tcherpachok du chœur masculin Ruski Format, avec plus de 330 millions, on n'y est pas encore, 330 000 vues en moins de 2 semaines et une première place sur YouTube en Biélorussie. Ce chant traditionnel modernisé surprend et séduit.
Ici, pas de beats trap ni de refrain pop, mais Tchal Pachok assume fièrement ses racines. Le morceau repose sur des voix graves, puissantes, typiques des chœurs masculins russes, avec une touche d'humour et une énergie bon enfant. On sent à la fois l'authenticité du folklore avec l'accordéon et la rythmique électronique qui l'accompagne et une volonté de jouer avec les codes, ce qui rend le tout étrangement addictif. La chanson dresse un tableau vivant et attachant de la vie rurale dans la région de Stavropol, au cœur du kraï de Krasnodar, là où le clip a été tourné. Véritable carte postale villageoise, le clip regorge de détails savoureux, tapis caucasiens, bande de copains en chapka, partie de pêche à l'étang, borsch mijoté au chaudron, vieille cabane à outils, tracteur rouillé, potager bien entretenu, les poules du voisin et bien sûr l'indispensable Lada. Le tout obligé. obligé. Et le tout culmine autour d'une grande table et conviviale dans le jardin, garnie de cornichons, zakouski et marmites fumantes. Une ambiance chaleureuse, authentique et joyeuse à l'image de la chanson. De quoi donner envie d'aller passer un week-end à la datcha. On peut à la bougival. Et pour nous, ce week-end, c'est surtout la fête de la musique. Oui. Donc demain, profitez-en pour sortir, explorer la ville et découvrir les nombreux artistes qui vont investir les rues. Une journée festive à ne surtout pas manquer. Exactement. Tout à fait. Oui. Place à l'agenda. En parlant, venez célébrer donc demain de 10h à 15h avec le Centre culturel roumain, la journée universelle de la blouse roumaine et découvrir la richesse et les significations multiples de cet objet unique inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au programme, il y aura des ateliers de création de marque-pages brodés avec des motifs traditionnels roumains, animés par des spécialistes de la broderie sur toile et une présentation de la blouse romaine en tant qu'objet matériel et rituel assuré par l'ethnographe Daniela Iancu. La veillée artisanale de 12h, de midi à 15h est ouverte à tous ceux qui souhaitent partager des modèles, des techniques, des histoires et des expériences ou tout simplement admirer l'exposition de photographies, de costumes traditionnels et de blouses des collections privées parisiennes. Ces blouses-là, si elles datent de 1901, aujourd'hui en 2025, elles n'ont pas bougé depuis. C'est vraiment des blouses exceptionnelles. Anna. À l'occasion de la fête de... C'est comment dirais-je, oui. Et puis j'oubliais, c'est entrée libre et avec une confirmation obligatoire sur le site du Centre culturel roumain, puisque c'est à l'ambassade de Roumanie, donc à l'hôtel de Béag, au 123 rue Saint-Dominique à Paris, dans le 7e. Pardon, Anna. Je t'en prie. À l'occasion de la fête de la musique, demain, le 21 juin, à Paris, le Centre culturel de Serbie vous invite à venir découvrir à 20h l'association Soleil de Dragačevo et l'orchestre de fanfare de Miroslav Dunisijevich. L'orchestre mené par Miroslav a été créé en 1914 dans la ville de Arilice par les frères Stéphane et Miroslav. Composé de 9 musiciens, l'orchestre a reçu plusieurs prix prestigieux, notamment plusieurs distinctions de festival de la trompette de Guča. Le plus grand festival de la trompette au monde. Profitez-en, c'est l'entrée libre, sans réservation. Et puis, vous voulez vous changer les idées et apprendre plein de choses. Pensez aux balades guidées 2025 de l'Institut polonais. Au programme ce dimanche, une balade sur les pas de Marie Curie à 13h30, place de la Sorbonne à Paris dans le 5e. Vous pourrez aussi après finir votre belle journée au parc Montsouris où Marie Curie fait aussi l'objet d'une exposition à voir absolument. Ça s'appelle Un fil continu. Enfin, une autre exposition qu'il faut aller voir, Flore ou Margot. Alors oui, lundi on s'est rendu à la Galerie Vivienne à Paris pour l'exposition Artésie. Oui. Et voilà, on vous laisse quelques images. Bon. Alors là, il y a de la peinture acrylique, il y a des combinés, il y a des créations de bijoux. J'en connais deux qui ont raflé. Il y a des photos, il y a des vidéos. On va le mettre au portage. Bon, ça va arriver d'ici quelques instants. Et donc, vous avez vu Lamia Erezina, l'organisatrice, et puis les peintres Yuna Artway et Irena Maric. C'est très intéressant. Des peintres différentes, complètement. Place au reportage. La Galerie Vivienne ouvre ses portes pour une toute nouvelle exposition
qui accueille de nombreux artistes. Alors aujourd'hui, donc, les artistes qu'on expose, c'est basé sur le talent, quel que soit leur parcours académique. On ne sélectionne pas selon les écoles, mais plutôt sur le parcours artistique. Tizi est un agent artistique. On s'occupe de l'organisation des expositions éphémères dans le but de la promotion des artistes et on est très centré art local. Et en même temps, c'est une vitrine pour la France pour montrer les talents de nos artistes. Très bel endroit, une galerie historique que j'adore. Il y a très belle lumière ici et cette galerie correspond parfaitement à mon état d'esprit. Elle représente pour moi élégance à la française, lumière, simplicité et aussi histoire. L'art et le style se rencontrent autour de pratiques différentes. C'est des tableaux qui sont très spirituels et qui nous font voyager dans une autre dimension. Je suis inspirée effectivement par les frontières entre visible et invisible, un monde qui existe dans un autre univers. Donc c'est un peu imaginaire, c'est un monde d'un art, oui. Je travaille avec les feuilles d'or 24 carats, je travaille avec les peintures acryliques et récemment j'ai commencé à utiliser uniquement les fonds noirs parce que ça représente tout simplement toutes les couleurs, les fonds noirs et c'est très spirituel aussi. Avant je faisais beaucoup impressionnisme aussi, et les tableaux classiques, huile sur toile, mais j'aime bien changer les techniques de temps en temps par rapport de mon énergie, par rapport de qu'est-ce que je vis autour de moi. Je trouve inspiration partout. Dernière fois, c'était vraiment mes émotions où j'ai eu besoin de m'exprimer et la technique expressionnisme, j'ai senti une grande liberté en moi. C'est pour ça que j'ai choisi acrylique et la technique expressionnisme. J'ai senti une grande liberté en moi et je voulais mélanger douceur et la force en même temps et c'est ce qui est sorti. Les styles se rencontrent au sein de cette galerie dans le 2e arrondissement. Venez découvrir l'harmonie des œuvres qui également reprennent des styles de l'art antique. Et On la passe place directement aux fêtes de la semaine, Eh ben oui, les fêtes de la semaine. Et on nous embarque où cette semaine? partout en Europe. Allez, partout. Bon, le 22 juin. On commence avec le 22 juin en Biélorussie, comme dans d'autres pays ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Bien, c'est une journée de commémoration dédiée à la mémoire des victimes de cette guerre. Là, vous voyez le Triglav. Ça sera dans un instant avec Oriane. Cette date marque le début de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941. Un événement qui a profondément marqué l'histoire de la région. La journée est consacrée à honorer la mémoire des soldats et civils morts lors du conflit qui a duré 1418 jours et nuits et qui s'est terminé par la victoire des Alliés en 1945. Toujours le 22 juin en Croatie, c'est aussi la journée de la lutte antifasciste. Ce jour férié commémore la création du détachement partisan de libération du peuple de Sisak. Le 22 juin 1941, qui fut la première unité antifasciste en Croatie et dans les Balkans. Depuis 2002, cette date est officiellement reconnue comme un jour férié en Croatie, marqué par des événements festifs dans tout le pays. Le 22 juin, toujours en Lettonie, on commémore le jour du souvenir des héros, également appelé jour du souvenir de la bataille de Kessis. La bataille de Kessis qui s'est déroulée en 1919 a été la confrontation décisive pour la guerre d'indépendance de la Lettonie. Elle a opposé les forces estoniennes aux forces allemandes. La victoire des forces estono-lettonnes a permis de reprendre la ville de Kessis et de forcer les unités allemandes à se retirer vers Riga. La commémoration de cette bataille est une tradition importante en Lettonie, bien que ce jour ne soit pas un jour férié officiel, mais il est marqué par des cérémonies du souvenir. Le 23 juin en Estonie toujours, Voidu-Püha, où le jour de la victoire est une fête nationale commémorant la bataille clé de la guerre de libération qui dura de 1918 à 1920, symbolisant l'indépendance du pays face à l'armée rouge et aux forces allemandes, avec des traditions telles que allumer des feux de joie et hisser le drapeau national.
Oui, et le 24 juin, on continue dans la semaine, ce sera la fête de la Saint-Jean, mais dans toute l'Europe en fait. Tout à fait. En Bosnie-Herzégovine, cette fête est marquée par l'allumage des feux de joie, symbolisant la purification, la protection contre les mauvais esprits, tradition évidemment héritée des rites païens liés au solstice d'été. La fête inclut souvent des danses, des chants, des rassemblements communautaires. Et puis en Estonie, c'est une fête aussi très importante, liée à la fois au solstice d'été et à des traditions anciennes remontant à environ 4000 ans. Les Estoniens participent à des activités familiales, des danses, des promenades en forêt pour chercher entre autres des lampires, ces petits insectes qu'on appelle plus souvent des... Qu'est-ce que c'est des lampires d'après vous? Des vers luisants, j'ai entendu la réponse. Exactement. C'est ça. Des vers luisants. En Lettonie et en Lituanie, la tradition veut aussi que l'on cueille des herbes aromatiques pour les brûler dans le feu ou pour des usages magiques et que l'on recherche la fameuse fleur de fée pour des rites d'amour. Que de poésie. Tout à fait. En Russie, en Ukraine, en Biélorussie, la Saint-Jean est aussi associée à des rites de purification, des feux de joie, des activités en plein air. Et puis, merci Anna. Place à une nouvelle chronique qui va vous faire découvrir des lieux qui peuvent être très surprenants. Voici la visite d'Oriane. Bonjour Oriane. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Slovénie, et plus particulièrement au nord-ouest de la Slovénie, dans les Alpes juliennes. Plus précisément dans les régions traditionnelles de la Haute-Carniole et de Goriška. Je vais vous parler de la montagne sacrée du Triglav, la montagne à 3 têtes. Avec le Riadvets à l'ouest, le Triglav au centre et le Mali Triglav à l'est, cette montagne est le plus haut sommet de la Slovénie. En effet, elle atteint 2864 mètres d'altitude. Elle s'impose, mais reste très fragile. Et pour cause, cette montagne est faite de calcaire et, avec le réchauffement climatique, il y a moins de neige et le cycle de gel et de dégel est perturbé, allant jusqu'à changer la couleur de la montagne. Le Triglav, à l'origine bleu clair, est aujourd'hui grisâtre. Quant au glacier, il se fissure par endroits. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le Triglav? Plein de choses. Côté humain, il y a 5 refuges pour les alpinistes, dont un haut sommet, appelé la tour d'Alliage. Un bivouac en forme de cylindre datant de 1895 et qui porte le nom de son architecte, le prêtre Jakov Alliage, depuis juin 1991. Le drapeau slovène flotte au sommet de cette tour, déclarée site d'importance culturelle nationale de la Slovénie depuis 1999. Sur le Triglav, on y trouve aussi un observatoire météo qui date de 1896, le plus haut de Slovénie. Mais la nature a aussi sa place. On y trouve des fleurs endémiques comme la crépite du Triglav, célèbre pour sa couleur jaune en juillet et août, une fleur menacée malheureusement. Et donc on n'a pas le droit de cueillir, Donc si vous allez là-bas, ne la cueillez pas. Tout comme l'Edelweiss, la campanule, les orchidées ou encore la gentiane. Mais on peut aussi rencontrer des animaux comme des oiseaux tels que l'aigle royal, le vautour fauve et le tétraslire. Côté mammifères, on y trouve des marmottes, des bouquetins, mais aussi des lynx et des chamois. Les chamois qui ont une statue en bronze à leur effigie, à l'effigie de Zlatorog, le chamois blanc aux cornes d'or. Connaissez-vous sa légende? Le chamois Zlatorog, dans son jardin paradisiaque sur le Triglav, gardait un trésor caché. Un jour, un chasseur qui en avait après le trésor tira sur Zlatorog. Blessé mortellement, Zlatorog vit son sang toucher la terre. De ses gouttes de sang jaillirent de magnifiques fleurs rouges. Zlatorog mangea une et revint à la vie. En colère, Zlatorog tua le chasseur, détruisit son paradis et disparut, emportant avec lui le secret de son trésor. Cette légende du Triglav n'est pas la seule. Le Triglav est aussi une divinité. On l'appelle aussi Svarog, dieu slave du feu et de la métallurgie. Ce dieu représenté souvent sous la forme d'un dragon ailé ou d'un serpent cracheur de feu, à 3 têtes. Le premier possède le ciel, la seconde la terre et la troisième le monde souterrain. Bref, je vous invite à découvrir le Triglav, cette magnifique montagne entre mythologie et réalité, aujourd'hui blason du drapeau slovène, où vous passerez des vacances magiques et étincelantes et pas trop chères.
C'est de la poésie? C'est complètement de la poésie. On va y revenir à la poésie, je vous rappelle tout à l'heure. Et puis on va passer au théâtre aussi. Tout à l'heure, dans un instant, on va parler de Plus loin que l'atelier, prix Max Jacob 2025 de Gabriel Zimmermann. Et en attendant, place au voyage, on part en Suisse. N'est-ce pas, Gabi? Et oui, aujourd'hui, je vous emmène au bord d'un lac mythique entre montagne et vignoble. Bienvenue sur la côte lémanique, en Suisse romande, à quelques minutes à peine de Genève. Le lac Léman, c'est l'un des plus grands lacs d'Europe occidentale et possède une histoire aussi profonde que ses eaux. Formé il y a environ 15 000 ans à la fin de la dernière ère glaciaire par le retrait du glacier du Rhône, il a toujours été un carrefour naturel entre les Alpes et le Jura. Dès l'Antiquité, les Romains y fondent les villes stratégiques comme Nyon et Genève, profitant du lac pour le commerce et la navigation. Mais au fil des siècles, le Léman devient une voie de communication majeure, une frontière politique et un symbole culturel partagé entre la Suisse et la France. Il a inspiré écrivains, peintres, philosophes, artistes, de Rousseau à Byron en passant par Freddie Mercury, tout en jouant un rôle clé dans le développement des villes riveraines. Ces rives abritent donc une succession de petits villages très typiques qui suivent souvent la même structure, un château, des vignes et un petit port. C'est le cas de Coppet, Céligny ou encore de Cran, où je vous emmène aujourd'hui. Calme, élégant, un peu secret, ce coin de campagne lémanique respire l'art de vivre suisse. Ici, on flâne entre les ruelles fleuries, on admire les maisons anciennes aux volets couleur pastel et on descend jusqu'au bord du lac où les voiliers s'ancrent face au Mont Blanc. L'ambiance y est paisible, un coin parfait pour une partie de pêche, pour se détendre ou un joli coucher de soleil. Mais attention, le port sait également s'animer. Chaque année, il accueille le festival de musique Caribana qui attire tous les gens de la région avec ses line-up d'artistes du monde entier. Bref, une ambiance familiale mais qui sait aussi faire la fête. Direction ensuite Nyon, une ville plus animée à mi-chemin entre Lausanne et Genève, fondée sous le règne de Jules César. Elle est riche de son patrimoine romain, comme les 3 colonnes qui s'élèvent sur l'esplanade des Marronniers, ou encore le beau château blanc, ici qu'on voit justement dans le fond, qui domine le Léman, et c'est un passage obligé lors d'une visite à Nyon, tout comme les ruelles du centre historique où se mêlent histoire, design et artisanat local. On y déguste en terrasse des filets de perche fraîchement pêchés. On explore le musée du Léman où on embarque pour une mini-croisière sur le lac. Le marché du samedi matin vaut également le détour, d'autant qu'il accueille souvent diverses animations, comme récemment un spectacle offert par l'école de cirque locale l'Élastique Citrique. En effet, la ville est connue pour son dynamisme culturel et ses nombreux festivals annuels, comme le plus grand open air de Suisse, c'est le Paléo Festival, ou encore le Festival international du film documentaire, c'est Vision du réel. Et enfin, cap sur Genève, ville cosmopolite et raffinée entre lac et diplomatie. Elle abrite les plus grandes enseignes du luxe comme Rolex, Omega ou Chopard. Mais au-delà des clichés, Genève étonne par sa douceur de vivre. Promenez-vous sur les quais, allez au bain des Paquis pour une baignade dans le lac et une ambiance familiale. Perdez-vous dans les parcs, flânez au marché aux puces de plein palais ou grimpez jusqu'à la vieille ville pour une vue imprenable. L'iconique jet d'eau d'une hauteur de 140 mètres saura vous guider comme un phare au milieu du lac. D'ailleurs, petit conseil pour découvrir un autre aspect de la ville, rendez-vous à la jonction où, comme son nom l'indique, se croisent le Rhône et l'Arve, une rivière qui prend sa source dans le massif du Mont Blanc. En plus de la beauté de leurs 2 teintes qui se mélangent, on retrouve près de ces rives une ambiance super jeune et décontractée, où il fait bon bronzer, écouter la musique et boire une bière au bord de l'eau, comme d'habitude, avec modération. Donc une eau presque turquoise, un dépaysement garanti. Vous pourrez y croiser les nombreuses personnes qui chaque été se laissent porter par le courant du fleuve sur des bouées et d'autres embarcations insolites. Donc que vous soyez amateur de vin, de culture ou simplement en quête de beauté tranquille, la côte lémanique vous offre un condensé d'élégance suisse, de coins décontractés, de nature resplendissante et de villages pleins de charme. Une fois de plus, la preuve en vidéo avec notre balade minute habituelle. Bon voyage. En route vers la Suisse romande sur la côte lémanique. Le lac est bordé de petits villages typiques, toujours très calmes et paisibles. Nous sommes ici à Cran, dans le canton de Vaud. On y retrouve des vignes à perte de vue qui prennent le soleil devant le lac. Son petit port est l'endroit idéal pour pêcher, se détendre et admirer les montagnes des Alpes françaises de l'autre côté de la rive. On retrouve d'ailleurs des ports similaires dans les villes environnantes, comme ici à Nyon, ville verte et paisible, marquée par son héritage romain, comme le prouvent les 3 colonnes sur l'esplanade des Marronniers.
mais son histoire se retrouve également dans les murs du château qui surplombent la ville et le Léman. Direction maintenant Genève, ses grandes enseignes de luxe et son agitation, bien que le charme pittoresque de la Suisse ne soit jamais bien loin. On reconnaît la ville à son iconique jet d'eau que l'on peut observer des quais jusque dans la ville, du haut de ses 140 mètres. Mais Genève est également traversée par le Rhône, où les Suisses aiment se baigner au cœur de la ville, sur ses rives turquoises et paradisiaques. L'ambiance est décontractée et familiale, et on peut retrouver cette atmosphère de vacances à la Jonction, où le Rhône et la rivière Larve se rejoignent, spectacle idéal pour terminer cette balade. Ah, c'est merveilleux, c'est de la poésie, vive la Suisse, hein, comme on dit. Merci beaucoup Gabi pour ce voyage. En parlant de poésie, voici un auteur qui vaut le détour. Son nom, Gabriel Zimmermann. Son recueil de poèmes s'intitule Plus loin que l'atelier, publié chez Tarabuste Éditions. Et c'est un chef-d'œuvre puisqu'il a reçu le prix Max Jacob 2025. Avant d'accueillir notre invité, je vais lire déjà un premier poème. La bouche s'ouvre, un souffle s'en échappe avec un raclement. Après plusieurs mois de silence, la voix recommence, et bien qu'elle soit ténue, qui à part nous l'entend à long tour. Parmi les résidus de sa nouvelle nativité, elle reprend d'anciens mots. Au-delà de faire écho, ils amorcent le contour d'un chant, ou du moins ses prémices. Maintenons-nous sur le murmure qui vient de monter à mes lèvres, et parlons sans secouer les fantômes du lyrisme. Moins que ça, un sursaut pas d'effet de sa somnolence, ou une aube qui ne prétendrait pas au matin. Avec ce premier poème depuis 3 saisons, je reviens en terre, de fébrilité, nu parmi les siècles. Voilà, c'est signé Gabriel Zimmermann. C'est le tout début, en fait. Bonjour Gabriel. Bonjour. Pas encore félicitations pour ce magnifique recueil. Comment dirais-je, pourquoi ce recueil? Pourquoi avoir écrit, pourquoi avoir composé ce recueil de poésie Plus loin que l'atelier? Ce recueil en tant que tel, ou écrire de la poésie de manière plus générale? Ce recueil. Alors, c'est un recueil, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui est consacré à une matière qui nous côtoie, que nous pouvons même toucher là, à portée de main, en l'occurrence le bois. Et à partir d'elle, j'ai essayé de voir tout ce qui pouvait nous rattacher à elle, voir en quoi c'est effectivement une matière susceptible de faire naître des émotions en nous, des émotions qui sont aussi agréables que dissonantes, aussi rieuses que pénibles. Et donc, disons, sans avoir conscientisé ce projet d'écrire sur une matière précise, au fil des poèmes, au fil des mois, j'ai conscientisé qu'il y avait matière à écrire un texte, un livre à part entière, qui s'articulerait principalement autour du bois. Autour du bois. Oui. Donc c'était en partie inconscient et en partie, plus tard, un peu plus conscient, c'est ça, ce recueil. Oui. Et il y avait un appel intérieur ou c'était un appel du monde extérieur qui a poussé à cette écriture? Je dirais que moi j'ai besoin d'écrire depuis belle lurette en quelque sorte. C'est le prisme à travers lequel je pense je m'exprime le mieux, en l'occurrence la poésie. Et donc c'est un appel qui est aussi intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire que en fait je me nourris du monde qui m'entoure, parce que si on n'est pas à l'écoute des autres, si on regarde pas plus loin que soi-même, finalement on écrit de la poésie nombriliste. Et donc, il y a effectivement cet appel du dehors, cet appel des gens, des inconnus, des amis, des proches, de la nature, qui fait écho en moi. Et en même temps, il y a effectivement cette nécessité intérieure, qui est surtout pulsionnelle, qui n'est pas intellectuelle. C'est une espèce d'appel, de volcan qui frappe à l'intérieur de moi et qui me pousse à ensuite écrire des poèmes à partir de ce qui m'aura
inspiré en dehors de moi. Merci. Et le recueil est structuré en 3 parties. Une saison de rabot, ramassage des sures et planches pour une table à rallonge. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a une transformation? Et est-ce que ces titres, que disent ces titres justement du lien entre la poésie et l'artisanat? Alors, il y a 2 choses à dire. C'est quelque chose que je rabâche à chaque fois que je publie un livre. Surtout, il ne faut pas l'envisager comme un ensemble hétéroclite. C'est-à-dire ce livre, comme les précédents, suivent une trajectoire. En quelque sorte, il faut les lire dans l'ordre de la première à la dernière page, au-delà de l'image qu'on se fait de la poésie, comme quoi le poète... Oui, il y a une vraie suite. Oui. Effectivement, c'est plutôt rare dans les recueils. On croit que le poète est toujours sur la lune, distrait, qu'il a une plume dans les oreilles. Non, moi j'écris un texte en quelque sorte qui fait sens, et ce sens, il s'imprime à travers les pages. Et donc, à chaque fois qu'on me demande comment me lire, je dis, voilà, prenez le texte dans l'ordre, de la première à la dernière page. Effectivement, il y a 3 parties qui suivent une progression, un cheminement, une espèce d'évolution du cœur. C'est-à-dire, en quelque sorte, le livre commence mal, entre guillemets, et puis il se termine bien avec une espèce d'exhortation à profiter de la joie et de la lumière du monde. Et donc, il y a tout un cheminement qu'il faut suivre pour lire en quelque sorte correctement le texte. Et alors, est-ce que ces 3 parties répondent en quelque sorte à l'idée de l'artisanat, du travail, en quelque sorte, oui. Travail sur le bois. Après, effectivement, même dans les titres, il y a cette progression du travail sur le bois, mais c'est pas forcément le cas pour le sens poétique. Et dans votre cas, si. Oui. Voilà, c'est une vraie progression. Et par rapport à l'écriture, il y a toujours une tension entre le lyrisme et la modernité, plus sèche, plus âpre, je dirais. Comment vous avez travaillé le langage, et est-ce que c'est une tension que vous revendiquez? Déjà, ça me fait plaisir que vous ayez observé ça. Effectivement, il y a chez moi une espèce on va pas dire d'écartèlement entre le lyrisme et quand même la volonté de coller à mon époque. Oui, c'est vraiment dans tout à fait chaque poème pratiquement. Ouais. Il y a une tension. Alors, comment dire, moi, je crois dans le lyrisme. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt minoré de nos jours. Il ne faut pas faire de lyrisme. C'est vrai. Mais moi, je crois dans la force, dans la puissance du langage poétique. Et en même temps, j'ai pas envie non plus de me réclamer d'une espèce de néo-romantisme lacrymal et poussiéreux. Donc, il faut aussi être en phase avec son époque et éventuellement écrire une poésie qui est, sinon poisseuse, en tout cas rugueuse, comme vous dites, âpre. Et pour moi, vous parlez de tension, mais ça peut être aussi une espèce d'équilibre, c'est-à-dire de va-et-vient. Voilà, de va-et-vient, de naviguer entre ces 2 formes d'expression, sans qu'il y en ait une nécessairement qui prenne le pas sur l'autre. Et justement, peut-être c'est avec cette tension qu'il y a une sorte de dialogue intérieur, un peu à la Nathalie Sarraute, parce qu'il y a 2 voix qui se répondent, et il y a une sorte de pensée en mouvement, presque des tropismes. Est-ce que c'est juste? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des textes qui sont écrits sous forme de dialogue, souvent entre des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'un des 2 soutient, on va dire, d'avoir tel regard sur le monde et l'autre s'y oppose complètement. Et effectivement, il y a une forme de duel qui s'exprime à travers le langage, entre 2 voix, un tu et un je. Ce je, d'ailleurs, qui n'est pas nécessairement moi. Parfois, je peux prendre justement... Bien sûr. Oui, ça peut être un personnage. Et effectivement, il y a un échange qui se fait à l'intérieur même du texte. Mais moi, ça m'est précieux justement d'avoir recours à cette forme d'expression plutôt que systématiquement soit de recourir à un tu qui peut se révéler impersonnel ou à un je qui serait trop impliqué. Donc il y a 2 voix qui s'expriment. Ensuite, libre au lecteur d'imaginer qui est ce tu, qui est ce jeu, qui parle, les âges des uns et des autres, le sexe des uns et des autres. C'est ça. C'est vraiment ça. Ce dialogue, ça permet effectivement de saisir les mouvements, les petits mouvements de pensée, des progressions, des reculs, des nuances. Et vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Nathalie Sarraute. Mais du coup, je pense que
je sais pas, mais dans ma tête tout est lié. La place du lecteur dans le recueil est très important. Donc on est vraiment presque dans le métatexte. Donc quel rôle vous accordez au lecteur? Parce que il faut construire le sens, il faut décrypter, il faut traverser le recueil. Alors, déjà, j'espère que j'ai pas égaré le lecteur au fil du texte. Pas tous. Et en effet, moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse écrire sans s'intéresser au récepteur. Si on fait une peinture, si on réalise un film, si on écrit une chanson, c'est forcément pour soit des pour yeux, soit une oreille, pour extérieur, c'est-à-dire pour un public. Et donc, j'ai à cœur, effectivement, de prendre en compte celle ou celui qui va me lire. En même temps, j'ai pas envie de lui donner un texte prémâché. Donc, en quelque sorte, j'ai cette, je vais pas dire cet amour, mais j'ai cette exigence envers le lecteur, c'est-à-dire de lui donner, de lui offrir un texte qui ait du sens, qui ait une force, de manière à ce que nous puissions partager la poésie. Ça, c'est très important pour moi. Et donc, alors, à nouveau, quand j'écris un texte, je me dis pas, ah tiens, que va penser la lectrice ou le lecteur de ce texte. Mais je pense que c'est une espèce de démarche inconsciente qui me pousse à écrire un texte en prenant toujours en compte le fait qu'il va être lu par quelqu'un. Et c'est vrai que parfois, je peux être tenté on va dire de commencer un poème avec soit des mots trop rares ou en parlant trop de ma petite personne. Et je me dis, mais oui, mais que va-t-elle penser, que va-t-il penser en découvrant ce texte? Est-ce qu'il ne va pas être gagné par une forme d'ennui, d'incompréhension? Est-ce qu'il ne va pas se sentir, entre guillemets, largué? Et donc, j'ai toujours à cœur de me retourner et de me dire, voilà, derrière ton épaule, il y a quelqu'un qui va te lire. Tout à fait. Surtout, je pense aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les questions de vocabulaire, même de rythme, parfois c'est compliqué pour eux, et la longueur des vers aussi. Enfin, de poèmes, pas de vers, mais de poèmes. Et il y a aussi votre poésie aussi entre le travail sur les mots, le labeur vraiment comme l'artisan, et une forme d'élan inspiré, où vous placez la frontière entre l'effort et l'inspiration. Très bonne question. Ce qui est certain, c'est que quand j'écris, c'est souvent sous forme effusive. Il y a un élan comme ça qui vient, je suis content, les mots s'enchaînent, la page noircit. Et puis quelques jours ou même quelques heures après, je reviens sur le texte et c'est le mécontentement, l'agacement qui s'empare de moi parce qu'il faut revenir sur le texte, il faut reprendre telle phrase, modifier la syntaxe, trouver une métaphore qui soit plus originale. Et donc, effectivement, quand je parle à mes proches de ce que j'écris, j'utilise souvent le terme que vous venez d'employer. C'est laborieux, c'est poussif, c'est lent, c'est vraiment pas sexy. Il n'y a rien d'exaltant dans le travail de correction, d'amendement du texte, mais c'est néanmoins une étape qui est indispensable. C'est peut-être même la plus précieuse. Et en même temps, faut pas que ça transpire l'effort. Il faut effectivement qu'il y ait aussi une part d'inspiration, d'élan créateur, espèce d'appel à la création, et donc j'essaye bon an mal an de jongler entre les deux, entre effectivement l'inspiration et la nécessité de faire un travail, donc de revenir sur le texte lentement, presque pitoyablement, mais en même temps qui donnera. Est-ce que la page est aussi raturée comme chez Flaubert? Je sais pas, je me permettrai pas ce parallèle avec le grand Gustave. Mais lui, en plus, il déclamait ses textes et il avait son fameux gueuloir. Parce que le rythme est important. Moi, je ne procède pas de cette façon-là. Et je pense que je suis quelqu'un aussi de plus optimiste que Flaubert. C'est vrai, ça transpire dans la poésie. Lui, il disait justement qu'il souffrait dans l'écriture. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que je souffre. Laborieux, oui, pour reprendre une correction. Laborieux, oui. Mais pas de la souffrance, non. Et d'où vient l'inspiration? C'est une image, c'est une émotion, c'est un souvenir, c'est un objet? C'est tout ça à la fois. Ça va être effectivement des souvenirs d'enfance, ça va être parfois un mot,
ça va être un visage, ça va être des phrases que j'entends, même dans la rue, de la part de n'importe qui, de personnes dont je ne saurais pas vous citer le Comme prénom. vous dites, l'impulsion. Voilà, ouais. De n'importe quel objet, de n'importe quelle source. Oui, tout à fait. L'impulsion. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un oiseau, je sais pas, un pigeon écrasé dans la rue, ça fait venir en moi une image de finitude, de mort, ça peut être, je sais pas, le cri de joie d'un enfant, et tout en quelque sorte est susceptible de m'aspirer. Ça m'est déjà arrivé de dire à des proches que je suis un grand aspirateur. Voilà, donc oui, effectivement, je peux capter, c'est pas une question de pouvoir ou d'aptitude, mais il m'arrive de saisir. Si, c'est une capacité, si. Disons que quand même une aptitude. Vous attrapez la vision du monde et vous le ressortez avec votre cœur, quoi. C'est ça, ouais. Oui. Ouais. Et vous écrivez, le langage a besoin de peu pour peindre le monde. Pourtant, le recueil s'engage vraiment dans une recherche très précise, obstinée, je dirais presque de mots justes. Et qu'est-ce que cette quête signifie pour vous ? Ça rejoint un peu l'idée d'exigence envers le lecteur, c'est-à-dire que, encore ça peut paraître orgueilleux comme image, mais j'aime bien que l'image la plus précise du texte poétique s'apparente à celle d'un bijou, c'est-à-dire d'un tout. Donc travailler avec les facettes multiples, c'est un diamant. Le brillant, oui. C'est ça, c'est un diamant, quoi. Parce qu'en philosophie, on appelle une monade, c'est-à-dire un tout qui est fermé sur lui-même et qui s'autosuffit. C'est vrai. C'est vrai que par exemple, et quand je relis justement des textes spontanément à brûle-pourpoint et que je vois un mot qui ne convient pas ou une image qui est poussive, quoi, qui ne me satisfait pas, là il y a à nouveau, je reprends cette expression, c'est l'agacement, l'irritation justement de n'avoir pas pu engendrer spontanément ce bijou-là en quelque sorte. Et à un moment donné, le travail s'arrête ou ça peut être à l'infini en fait le travail sur un texte ? Il faut qu'il y ait un moment où il s'arrête, sinon on entre dans un processus pathologique. C'est un peu la thématique d'une nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre absolu, où il y a un peintre, il croit enfanter la plus belle toile du monde et au bout du compte, dans la dernière page d'une nouvelle, il y a un ensemble de couleurs informelle et maladroite. Donc non, faut pouvoir dire au bout d'un moment, voilà, c'est fini, je suis content de moi et je passe à autre chose. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui reprennent leurs bouquins, qui les réécrivent, qui mettent 20 ans pour écrire un livre, alors que finalement, il avait déjà un premier jet en 2 ans, quoi. C'est Tolstoï a fait ça, je crois. Ils ont été nombreux à le faire. Après, regarde même Pouchkine, Eugène Onegin, si on regarde, ça a duré 15 ans à peu près l'écriture. Mais bon, c'est parti sans plan préconçu et après... certains poèmes sont dédicacés à Gabriel Alten, que je connais, que je salue. Jamel Mescache, Marie-Claire Bancard. Et que représente en fait cette filiation poétique ? Est-ce que c'est une manière de rendre l'humanité et la poésie plus éternelle ? Il ne s'agit pas de Marie-Claire Bancard, il s'agit de Marie-Claire Zimmermann, c'est-à-dire ma mère. Ah, pardon. Parce qu'en fait, le poème, pardon. J'ai voulu maintenir cette intimité-là. D'accord. Il était très important parce que ma mère est quelqu'un à qui je dois beaucoup. C'est elle, en quelque sorte, qui m'a initié à la poésie. D'accord. Et comment elle a fait pour vous initier, justement ? Elle m'a fait lire des textes, elle m'a parlé de la poésie. Avec une espèce d'effervescence naturelle, de la même façon qu'on dit à un enfant de terminer son chocolat au lait. C'est-à-dire que c'était des discussions qui se faisaient avec une immédiate spontanéité. Du coup, j'ai pas eu l'impression que la poésie était un monde bizarre, hanté par des gens dépressifs. C'est ça. Et je me suis dit, elle me parle avec cette espèce de luminosité de la poésie. Donc, allons-y. Avec le naturel. Voilà. Voilà, la poésie, c'est pas uniquement Gérard de Nerval. C'est Gabriel Zimmermann. Mais pour vous répondre concernant les dédicaces, effectivement, ces textes, ils sont nés grâce aux personnes à qui ils sont dédiés. En quelque sorte, c'est les remarques de Gabriel Alten, de Jamel Mescache, de Claudine Martin, de ma mère, de Jacques Darras aussi, d'Evaniel. Leurs propos ont fait naître des textes, alors parfois plusieurs mois après,
Et au moment même où ils m'ont parlé, où il a suffi parfois d'une phrase, de quelques éléments de syntaxe, pour que ça résonne en moi et que des mois plus tard, ça donne un texte. Ça donne un texte. Et je me voulais de leur dédicacer parce que, en quelque sorte, sinon, j'aurais écrit d'autres poèmes, mais pas ceux-là. C'est un indicateur très précis. C'est un peu la richesse d'une rencontre, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous happez le monde, parce que vous happez, non, j'aime pas cette liaison. Vous prenez le monde et vous le ressortez avec votre cœur. Et ça, c'est vachement... C'est comme les dialogues. Non, tu voulais... Non, d'accord. Je te voyais t'approcher du micro, je me suis dit, tiens. Donc peut-être, d'ici quelques mois, Anna, Jérôme, attendez-vous à avoir un texte pour Anna, pour Jérôme. Alors là, je serais très honoré. Je vais savoir. Oui. Non, c'est vrai que, en plus, c'est vrai que tu la connais bien, comment Gabrielle je connais Alten. pas bien, mais oui, je la connais, donc ça m'a touché de voir son nom. Oui, parce que c'est pour nos auditeurs, en fait, Gabrielle Alten n'est jamais que c'est une prof, c'est ça. T'as été élève de Gabrielle Alten. Oui. C'est voilà. Non, c'est vrai. Je vais pas te poser savoir comment étaient ses cours. Géniaux. Voilà. Non, c'est vraiment une respiration. Et comment elles se sont faites ces rencontres justement? De manière très différente. Ça peut être des rencontres d'abord intimes, des rencontres poétiques, parce que Jamel Mescache et Claudine Martin sont les éditeurs de la Maison Tarabuste. Gabrielle Alten, on s'est rencontrés un jour lors d'une de rencontre entre poètes. Très irrationnelle la manière dont ça se fait. Elle m'a abordé, on a discuté, on s'est trouvé une affinité aussi immédiate qu'inexplicable. Un regard à la fois malicieux et caustique sur le monde, et on s'est retrouvés à travers lui. Puis ensuite, on a continué d'échanger, notamment pendant la crise sanitaire où nous étions confinés chez nous. Et puis cette complicité, elle s'est pérennisée, elle s'est amplifiée. Et c'est quelqu'un que je ne vois pas tous les jours, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a une une amitié profonde et viscérale entre nous. Et il y a une sorte aussi de rapport presque de mentorat parfois avec les poèmes. Oui. Enfin, c'est la concernant, oui, tout à fait. Mais aussi peut-être Jamal Mescache un peu. Oui, c'est une sorte de mentor, soutien, et après peut-être un échange entre pairs presque aussi. Dans le poème qui est dédié à Jamel Mescache, je pars du principe qu'un jour, alors c'était un précédent livre qui s'appelle Lapidaire, il m'avait fait une remarque concernant le style de certains poèmes, notamment l'utilisation de temps verbaux. Et c'est quelque chose que je lui ai dit. Au départ, évidemment, sa remarque m'a insupporté. Je lui ai dit, comment ça, il me fait une remarque sur ma poésie. Et puis, j'ai repris ce qu'il m'avait dit, à tête reposée, et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et tout simplement qu'il fallait reprendre le texte comme il me l'avait conseillé. Et du coup, c'est toujours fructueux d'être lu par d'autres et qui vous donnent des conseils, mais pas des conseils sous l'angle du reproche ou de la vindicte, des conseils qui sont pertinents en tant que tels, et donc qu'il faut savoir accueillir, s'arracher un peu de son ego et se dire, oui, quelqu'un d'extérieur me donne un conseil pour améliorer mon texte, et je vais intégrer son conseil et modifier. Tout à fait, merci. Ce qu'il y a de bien, c'est que on va découvrir. Je vais vous dire le. Oui. Oui. Voilà, okay, bien fait. Avant de découvrir justement ce poème qui est consacré, donc qui est dédié pour Jamel Mescache, on peut retrouver Gabriel Zimmermann au marché de la poésie. C'est demain, c'est ça? Demain, à 14h. Demain à 14h, place Saint-Sulpice, dans le 6e à Paris. Le marché de la poésie, c'est la 40e édition, je crois. Enfin, ça existe depuis très très longtemps, et c'est vraiment un lieu où il faut aller, c'est vraiment... Et puis donc, pour découvrir ce magnifique recueil. Merci beaucoup, Gabriel Zimmermann. En parlant justement pour Jamel Mescache, le poème, le recueil. Après l'avoir lu, tu dis qu'il contient trop de verbes. Au passé,
Reste face à l'immédiat, le regard en cloison sur ce que tu aperçois. Bientôt, tu te tourneras à nouveau. Aucun homme n'oublie durablement son dos. Mais pour l'heure, décharge-toi de la vie qui fut, la tienne comme celle des autres. Que tes cervicales deviennent un muscle inerte. À l'arrêt, tu seras moins loin de toi et scruteras comme on s'écrit d'une fleur, n'y touche pas. Dans tes paroles, j'entends une recommandation à estomper le souvenir, presque une remontrance, d'avoir consacré à lui des centaines de pages. Froissé d'être contesté sur mon écriture, je rouvre le manuscrit et, secondé par tes mots, je rature ceux en prise avec autrefois. Pour les conjuguer au présent, cette correction surprend comme d'une enluminure dépoussiérée, rattachée à maintenant le poème, n'a pas moins de mémoire. Il concilie ma voix à ceux dont les lèvres ont disparu. Comme un réveil s'unirait aux archives du sommeil, tu révèles que les yeux véritables, les yeux purs sont sans convoitise et grandissent en se fixant sur ce qui s'étend, s'anime, s'immobilise. Près de nous, parmi les couleurs de l'air. C'est signé Gabriel Zimmermann, c'est tiré du recueil Plus loin que l'atelier aux éditions Tarabuste. Je vous convie vraiment à aller vous l'offrir. C'est les vacances, profitez-en, c'est très bien pour les vacances. Vous allez revenir, non mais c'est vrai, c'est une vraie lumière. Merci beaucoup Gabriel. Merci à vous. Merci beaucoup. On va passer un petit mot pour chez nos partenaires. Tout d'abord, Aima et Aikokoa, vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, vous détendre dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne dans une ambiance de fête tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș. Il ne vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima et Aikokoa sur internet aima-aikokoa.ro. Elles parlent français et vous attendent à bras ouverts. Place aux images, place aux vacances. La Fédération France-Slovaquie, association européenne qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison à travers leurs événements, comme le dimanche 28 juin prochain, on va voir l'affiche à 15h devant le 61 avenue de la Grande Armée à Paris pour une balade conférence consacrée à la découverte de l'œuvre du sculpteur de verre slovaque Jan Zoričák, une balade qui s'achèvera au café Contralé. Informations et réservations sur france-slovaquie.com. Place, on peut peut-être voir l'affiche, je pense qu'elle est juste après normalement. Voilà, vous allez là, c'est le 28 juin, donc à 15h pour voir les trésors de cette balade conférence sur l'œuvre du sculpteur de verre slovaque Jan Zoričák. Une balade, je disais, qui allait s'achever au café Contralé. Bref, contactez donc france-slovaquie.com et voilà. Place au voyage, voici quelques images de la Slovaquie.
Également, l'ACI, Atelier de transformation, est une association qui prend soin de votre image. Les formations proposées aux étudiants des écoles supérieures les forment à maîtriser leur image dans le cadre professionnel, et les formations des dirigeants et des cadres des entreprises permettent de fluidifier la communication non verbale. Et enfin, l'ACI organise les événements autour de la mode, du style et des arts. Merci beaucoup Anna. Il est 20h, place au journal européen, présenté par Flore Marcassin et Margot Guillou. Générique. Moldavie, la Pride de Chișinău a lieu malgré l'interdiction du maire de la capitale. Malgré son interdiction par le maire de Chișinău, la marche des fiertés pour défendre les droits des personnes LGBTQ+, l'équivalent de la Pride à Paris, a réuni plusieurs centaines de personnes dimanche 15 juin dans la capitale moldave. Des ambassades, des ONG locales et internationales et certains paris pro-européens ont soutenu l'événement. L'Union européenne a même encouragé la Moldavie à respecter les droits humains, notamment pour espérer entrer dans l'Union européenne. Malgré les soutiens internationaux, une contre-manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes. La Roumanie se trouve dans une impasse pour le choix de son Premier ministre. Les pourparlers de ce jeudi sur la question d'un nouveau gouvernement en Roumanie ont encore mené à une impasse. Les désaccords se fondent sur la question de la TVA. L'augmentation de la TVA de 19% à au moins 21% fait partie des mesures proposées pour réduire le déficit budgétaire. Cependant, le plan a fait face à de fortes réactions du public. Le président Nicus Orban s'était engagé au cours de sa campagne que la TVA resterait inchangée tout au long de son mandat. En revanche, Ilie Bolojan, largement considéré comme le principal candidat au poste de Premier ministre, insiste sur le fait que l'augmentation de la TVA est nécessaire. Des tensions se font également sentir avec le parti minoritaire hongrois, l'UDMR. Son président Kelemen Ünor a déclaré que le parti prendra une décision finale sur l'opportunité de rejoindre le gouvernement vendredi. Le rassemblement des rabbins orthodoxes européens annulé. Le Rassemblement des rabbins orthodoxes européens, une institution centrale du judaïsme orthodoxe en Europe, prévue mi-juin à Sarajevo, a été annulé après les critiques d'un ministre fédéral dénonçant le génocide contre la population civile à Gaza. C'est dans une lettre ouverte publiée par le ministre fédéral bosniaque du Travail et de la Politique sociale Adnan Delik que ce dernier appelle, je cite, « les citoyens et les organisations de la société civile à ne pas rester silencieux face à cette tentative d'humilier moralement notre capitale et notre pays ». Dans cette lettre, il aurait également qualifié Israël d'entité génocidaire commettant des crimes honteux contre l'humanité. La conférence des rabbins européens appelle à bannir la Bosnie-Herzégovine de l'Union européenne. Le rassemblement aura donc finalement lieu à Munich. La chef de l'égalité de l'Union européenne assistera à Budapest Pride, malgré l'injonction de Ursula von der Leyen. La commissaire à l'égalité, Adja Laïb, est jusqu'à présent la seule commissaire à assister à la Budapest Pride, défiant les conseils internes de l'équipe d'Ursula von der Leyen. Le bureau du chef de l'Union européenne avait mis en garde contre la participation à l'événement du 28 juin pour éviter de provoquer le gouvernement de Viktor Orban. Viktor Orban a bloqué la marche en citant une loi de 2025 visant à interdire les événements publics qui dépeignent la divergence de l'identité de soins correspondant au sexe à la naissance, au changement de sexe ou à l'homosexualité. Alors que le maire vert de Budapest, Gergely Garonsoni, était ensuite intervenu pour soutenir le défilé, la police hongroise a annulé jeudi qu'elle l'interdirait. Orban a tendu un piège en créant un désordre au sujet de la fierté. Si nous tombons sur ce piège, nous l'aidons à détourner l'attention de ce qu'il a caché, a ajouté un porte-parole du PPE. On passe au journal des sports. Retour sur les 24 heures du Mans et les résultats, Margot.
En ce vendredi 20 mai, je ne peux que vous parler des 24 heures du Mans de la semaine dernière. Nous sommes tous très fiers de la victoire de la Ferrari numéro 83 et du pilote polonais Robert Kubica, ainsi que ses coéquipiers Yefei Ye et Phil Hanson. Bravo à eux, mais bravo également à la Porsche numéro 6 qui nous en a fait voir de toutes les couleurs et qui nous a fait rêver jusqu'à la ligne d'arrivée. Partie 21e pour cause d'une disqualification lors des qualifications, la Porsche pilotée par Lorenz Vanthoor, Matt Campbell et Kevin Estre a su remonter à la deuxième place et s'est placée à 14 secondes et 84 millièmes derrière la victorieuse Ferrari. Côté LMP2, c'est la numéro 43 Europol, compétition pilotée par le Polonais Śmiszkowski, ainsi que les pilotes Dillmann et Yeloli, qui est arrivée première de sa catégorie. Et enfin, encore une Allemande sur le podium avec la victoire de la Porsche numéro 92, qui est arrivée première de sa catégorie en LMGT3. Pilotée par Ryan Hardwick, Richard Litz et Ricardo Pera, elle s'est imposée dans sa catégorie avec autorité, franchissant la ligne d'arrivée avec 33 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. L'Euroleague de basket s'agrandit, Flore. L'Euroleague de basket s'élargit. En effet, l'arrivée de nouvelles équipes fait suite au départ de l'Alba Berlin vers la Basketball Champions League. La compétition accueille désormais Apple Tel Aviv, champion de l'Europe Cup. Il bénéficie d'une licence d'1 an. Valencia Basket fait aussi son retour avec une licence de 3 ans. Et enfin, l'arrivée de Dubaï qui fait sensation avec une licence exceptionnelle de 5 ans. L'intégration de Dubaï est un choix stratégique pour attirer des partenariats commerciaux du Moyen-Orient dans le basket européen. Football, enfin, qu'est-ce que je dis ? Volleyball avec les tours préliminaires de la Ligue des Nations féminines. Hier était la 7e journée des tours préliminaires de la Ligue des Nations féminines de volleyball. Se sont affrontés la Bulgarie et la Chine avec un score de 2-3 pour cette dernière. La Pologne a largement dominé les États-Unis avec un score de 3-1 et résultat similaire pour le match Allemagne-Serbie et c'est l'Allemagne qui ressort vainqueur de ce duel. Quant à aujourd'hui, en cette 8e journée, la République tchèque s'est imposée ce matin face à la Bulgarie avec un score de 3-0 et la France a affronté les Pays-Bas et s'affrontent en ce moment même l'Allemagne et la Pologne. Football, enfin, avec le retour de l'Euro féminin. Et oui, du 2 au 27 juillet 2025, la Suisse accueille la 14e édition de l'Euro féminin de football. Pour la première fois depuis le 2009, le tournoi revient au cœur de l'Europe et réunit les 16 meilleures sélections du continent réparties en 4 groupes de haut niveau. Les poules ont été tirées à Lausanne. Le groupe A se constitue de la Suisse, la France, l'Autriche, Norvège. Le groupe B, quant à lui, regroupe l'Espagne, l'Angleterre, la Suède et la Belgique. Le groupe C, lui, est constitué de l'Allemagne, Pays-Bas, Italie et Danemark. Et enfin, le groupe D, de l'Islande, l'Écosse, la Finlande et la Tchéquie. L'Allemagne reste un adversaire de force en étant 8 fois tenante du titre européen. Oui, et quand on voit le groupe C, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Danemark, et je suppose qu'il y en a 2 qui vont passer, c'est le groupe de la mort. En effet. On est d'accord. Merci Flore, merci Marco. Il est 20h08, place à la météo européenne. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, sachez qu'on continuera avec le plein soleil et la chaleur. Et oui, samedi matin, hormis les nuages sur les pays baltes et de la pluie annoncée sur Kiev en Ukraine, le soleil continuera de s'imposer sur tout le continent centre-européen et oriental. Côté température, ça variera de 12 à 15 degrés des pays baltes à l'Ukraine. On attend 16 degrés à Varsovie, 17 degrés à Prague et à Sofia, 18 degrés à Berlin et à Zagreb, 19 degrés à Bratislava, à Budapest, à Ljubljana et à Belgrade, 21 degrés à Bucarest. De la fraîcheur par rapport à nos amis occidentaux où à Paris il fera déjà 29 degrés. Pensez à vous hydrater. Samedi après-midi, ce sera le même temps que le matin, à l'exception de la Suisse où on annonce des orages avec 30 degrés à Zurich et ce jusqu'au soir. Une pensée à mes cousins, mais aussi de la pluie toujours au nord de l'Ukraine ainsi qu'en Estonie où il fera un
petit 16 degrés. Côté Mercure, on annonce de 18 à 21 degrés sur les pays baltes et l'Ukraine, 19 degrés et beau temps à Vinnytsia, un petit 23 degrés à Sofia, 24 degrés à Varsovie, 25 degrés à Bratislava et à Zagreb, 26 degrés sur une ligne allant de Berlin à Bucarest, 26 degrés en passant par Prague, Budapest, Belgrade, mais aussi à Ljubljana en Slovénie. Côté ouest, on va souffrir 30 degrés à Bruxelles, 32 à Londres, 35 à Paris. Dimanche matin, comment dire, ce sera plein soleil pour tout le monde, sauf peut-être chez nos amis lettons et lituaniens où on annonce quelques ondées. Les températures seront vraiment agréables, de 13 à 15 degrés sur les pays baltes, 17 degrés à Kiev. Dans les Balkans, on notera un petit 15 degrés de minimum à Sarajevo, 18 degrés à Sofia et 19 degrés à Ljubljana et à Zagreb, 21 degrés à Belgrade. Au nord des Carpates, 20 degrés à Varsovie et à Prague, tout près 21 degrés à Bratislava et à Bucarest, 22 à Budapest et 23 degrés à Berlin. Dimanche après-midi, toujours du soleil avec l'arrivée de quelques nuages, voire de la pluie en Biélorussie et sur le nord de l'Ukraine, où on attend même des orages sur Kiev, où il fera 20 degrés. Côté Mercure, sur les pays baltes, ça ne dépassera pas les 16-17 degrés, 26 degrés à Varsovie. Dans les Balkans, on attend 24 degrés à Sarajevo, 26 degrés à Zagreb, 26 degrés à Sofia, 28 degrés à Belgrade et 29 à Ljubljana. Partout ailleurs, il fera chaud, 29 degrés à Bucarest, 30 degrés à Bratislava et à Budapest, 31 degrés à Prague et même 33 degrés de maximum européen pour Berlin. Hydratez-vous, c'est super important. Et puis, pensez à vos anciens et à vos bébés. Ils ne régulent pas leur température. Pensez à boire. Merci Jérôme. Place à l'interview. Eh oui. Et alors, quelle interview? On a une compagnie qui s'appelle Corps et Âme. Et quand elle joue, en effet, c'est corps et âme. Elle se donne vraiment à fond. Ça s'appelle Les 7 peurs. Indiga est un jeune guerrier sibérien. Il part à la recherche de son frère Solomdiga, disparu dans la forêt mystérieuse, attaqué par un tigre. Quelle peur son jeune cœur devra-t-il affronter? Des tigres? Des géants? Des sables mouvants? Indiga réussira-t-il à retrouver son frère? Une histoire pleine de rebondissements qui nous embarque à travers la poésie des ombres chinoises dans ce conte sibérien signé Dimitri Nagishkin, traduction Luda Schnitzer, une véritable ode à la persévérance et au courage. On va y revenir avec nos invités Clémentine Stepanov, Jean-Pierre Cormary. Voici quelques images. Des traces d'animaux invisibles, j'ai vu des arbres léopards. Aux sources de la rivière Kopi vivaient 2 frères, Solomdiga et Indiga. En suivant son aîné, il tournait la tête de tous côtés. Il s'est retourné et a vu un tigre qui bondissait. Tu as perdu ton frère. Tu as trouvé un cœur de lièvre. Retrouve un cœur viril. Ton frère est loin d'ici, très loin. Il regardait droit devant lui, comme son père le lui avait dit. L'eau s'est mise à bouillir. Le canot s'est alors recroquevillé, brisé. Ce n'est pas la peur, la vraie peur, c'est pour après. Il va mourir. Il a tué un tigre. Et il a emporté sa peau, la peau du tigre. Indiga a traversé 9 villages. La plume le libère et s'est arrêté.
Les 7 peurs. Les 7 peurs par la compagnie Corsiam actuellement à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel à Paris. C'est dans le 6e. Encore bienvenue Clémentine Stepanov et Jean-Pierre Cormary. On suit l'histoire d'Indiga, ce jeune guerrier sibérien. Anna, tu connais très bien la Sibérie pour y être née. Est-ce que tu connais ce conte, les 7 peurs? Ça te dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Non. De toute façon, il y a plein de contes. Je connais Chita, mais je connais pas. Ah, Chita, ça c'est la ville natale de Dmitri Naguishkin. Justement, comment vous avez découvert ce conte de Dmitri Naguishkin, les 7 peurs? Alors, il y a une anecdote parce que mon grand frère est anthropologue, spécialiste un peu de ces peuples de Sibérie, Kamchatka, et Charles Stepanov. Et je gardais ses enfants et j'ai ouvert un livre de contes au hasard qui s'appelait Les contes du fleuve Amour. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire en la racontant à mes neveux. Et ensuite, comme je les gardais plusieurs jours, on s'est mis à créer les ombres chinoises, à en faire un spectacle, et on l'a joué devant toute la famille. Et on a tellement aimé que je me suis dit, mais ce conte, il faut le faire connaître plus largement. Et c'est là que j'en ai parlé à Jean-Pierre Cormary, et qui est comédien, et avec qui on avait déjà fait un spectacle d'ombres chinoises, Les Aventures de Paco. Et puis on s'est lancé, on a créé une nouvelle version de ce spectacle, avec plus de personnages, mais des ombres plus solides, plus professionnelles, quoi. D'accord. Alors justement, et on pourra même voir la couverture de ce livre, les contes du fleuve Amour, parce que comment on peut présenter Dmitri Naguishkin? C'est l'auteur de ce livre, Les Contes du fleuve Amour, qui recueille donc les contes et les légendes des peuples qui se trouvent entre la frontière de l'Union soviétique et la Chine de l'époque. Il faut savoir comment dirais-je, Anna, il y a le fleuve Amour qui est l'un des plus grands fleuves de la planète. Et en fait, il y a énormément de peuples qui sont connus, en fait, que on a l'impression, ça se rapproche un peu des Mongols, des Chinois. Oui, tout à fait. Mes ancêtres, oui, ici, étaient les tribus nomades du Nord. Ouais. De là-bas. Ils sont de là-bas. Donc voilà, le fleuve Amour, j'adore ce nom. C'est un fleuve qui s'appelle Amour. Exactement. Poétique. C'est poétique. Comme les tigres d'amour. Justement. Exactement. Et donc, alors, comment dirais-je? Il est, alors pour la petite histoire. Il est né le 30 septembre 1909. Bon, le 30 septembre, c'est le jour de la Saint-Jérôme. Il était journaliste, il était conteur, il était romancier. Et puis ses premiers contes, ils ont été publiés en 1938, parmi lesquels donc les contes du fleuve Amour. Et il est mort accidentellement le 11 mars 1961 à Riga, en Estonie. Aujourd'hui en Lettonie, écrasé par un train. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'était un accident, paix à son âme. Pourquoi avoir choisi Clémentine et Jean-Pierre? Alors, vous avez déjà travaillé sur les ombres chinoises, mais pourquoi les ombres chinoises pour raconter cette histoire? De Clémentine, donc c'est une idée de Clémentine qui a porté ce projet, et moi je me suis greffé au projet par la suite. Vraiment, face au micro. Voilà. Pardon. Oui. Donc oui, au départ, c'est Clémentine qui a trouvé l'histoire, apporté le projet, qui l'a présenté à des enfants. Ouais. Et j'ai rejoint l'aventure par la suite. D'accord. Ça permettait d'avoir différentes voix et plus de richesse dans les personnages et aussi de pouvoir faire jouer plus de personnages en même temps, à 4 mains. À 4 mains. On tient nos ombres chinoises au bout de baguettes, avec des scratchs. Ça permet d'être énormément plus de agile. manipulation avec des changements de décor. Ouais, c'est ça. C'est parce que en fait, il y a un bon nombre. On voit des images pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Les décors qui bougent. Il y a plein de personnages. Il y a un tigre. Il y a l'aigle. Enfin, c'est même la plume là qui suit. Enfin, c'est impressionnant. On a l'impression que vous avez 4 bras chacun. Enfin, c'est la magie. C'est vrai. C'est le but aussi d'apporter de la magie aux enfants, aux adultes. Ouais. La technique des ombres chinoises était bien propice pour le thème de la peur, avec le noir et blanc, les silhouettes de forêt, les monstres, les dragons.
Donc Alors, beaucoup de suggestions. Oui. Ça permet à l'imagination de se développer, aussi bien pour les petits à partir de 4 ans et les adultes aussi qui reviennent en enfance. Mais comme qui dirait, c'est comment dire, la peur n'a pas d'âge, le courage non plus. Oui, le thème peut parler à tout le monde. Exactement. Affronter ses peurs. Ouais, c'est ça. Face. Et on va y revenir parce qu'il y a une phrase, un leitmotiv qui revient très souvent dans le spectacle. On va y revenir. Combien de temps pour monter ce spectacle? Parce qu'il y a vraiment du boulot. Nous, on a vu avec Margot et Flore, on a vu le travail qu'il y a derrière le Castelet. Et ça, pour aller voir derrière le Castelet, il faut aller voir la pièce Les 7 Peurs à la Comédie Saint-Michel. Combien de temps pour monter tout ça? Ça a pris plusieurs mois, je ne saurais pas plusieurs années, mais comme on est artiste, on fait tous plein de projets en parallèle, donc on se voit, on se met dans notre atelier, on découpe, on dessine, puis à chaque représentation, on améliore quelque chose, on a une idée, on rajoute une petite lampe. Quel plaisir à rentrer dans ces univers, et moi je viens du cinéma, et du coup il y a l'idée aussi de plans éloignés, de plans rapprochés. De plans éloignés, de plans rapprochés, c'est vraiment, c'est comme une mise en scène. Puis quand on est sur un plateau, de toute façon, il faut un metteur en scène. Et ça, c'est toi, Clémentine, qui l'a fait. C'est ça? Oui, ça pousse à la contemplation. Quand on dessinait les arbres, on s'est mis sur un balcon et puis on les observait, on regardait les oiseaux. On avait des grenouilles qui nous accompagnaient musicalement. Ça prend du temps, il faut beaucoup de patience pour découper notamment les branches d'arbres, précisément les personnages, la petite plume sur le chapeau. Mais ça permet de se ressourcer parce qu'on se met en avant en tant qu'interprète, comme chanteur, comédien. Et là, c'est un moment où on se ressource dans l'activité manuelle aussi. C'est vrai que quand on voit le détail, Flore et Margot, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais quand on voit le détail de la découpe, que ce soit des cheveux, que ce soit c'est là qu'on voit que je dois avoir 2 mains gauches, moi, parce que je sais pas combien de temps j'aurais mis pour le faire, mais on voit le travail qui a été fourni, hein, n'est-ce pas? Oui, puis même on voit que le personnage, il a des positions différentes, etc. Parfois il a les bras dans certaines positions, les jambes aussi, donc c'est intéressant de voir qu'il y a ça aussi qui a été travaillé en fait. C'est ça, c'est vraiment... Oui, il y a une gestuelle quand il reprend courage, et il y a différentes facettes du même personnage, donc différentes silhouettes. C'est ça, exactement. Différentes émotions. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Ça, l'émotion, c'est impressionnant. Dans cette histoire, les 7 peurs, tout le long de la pièce, je le disais, il y a ce qu'on appelle, il y a un leitmotiv, ce n'est pas la peur. La vraie peur, c'est pour après. Et je me dis, mais pour prendre son courage à 2 mains, mais en fait, faut se répéter cette phrase parce que je trouve c'est intéressant. C'est un spectacle pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Tu l'as dit. Comment on peut, c'est vrai que travailler, on peut discuter en fait avec les enfants et même entre adultes pour travailler sur sa propre peur. Je vois par exemple la phobie, ne serait-ce que d'un moustique par exemple, l'araignée par exemple. On peut travailler sur nos propres peurs parce que là il y a quoi? Il y a des sables mouvants. On va pas tous les dire parce que il y a des surprises à chaque scène. Mais c'est vrai qu'entre les choses, les animaux, l'inconnu en fait continue à faire peur. D'ailleurs, la dernière peur, la plus grande, il ne faut pas trop spoiler, mais il se retrouve... Surtout pas. En fait, oui, le personnage, il arrive à... Il n'arrive plus près. Un grand mur. Il arrive à certains moments où... est-ce qu'il va aller au-delà de ses peurs, justement? Est-ce qu'il va continuer comme une quête? C'est ça. De toute façon, il doit rechercher son frère, il doit retrouver son frère. Il ne sait pas s'il a envie. Sans raconter l'histoire, son frère a disparu. Voilà, c'est ça. Et il doit le retrouver. Cette disparition est assez... Voilà, et est-ce qu'il va le retrouver? Alors ça, pour le voir, ça, il faut aller voir la pièce Les 7 peurs à la Comédie Saint-Michel. Et aussi, dites-moi si je me trompe, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, en étant adulte, on a un regard totalement différent sur la peur parce qu'on peut le voir non pas comme des peurs, mais plutôt comme de la détermination, plutôt dans des épreuves, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que les enfants et les adultes... Ça a bougé au niveau du micro. Prends le Flore. Pardon. C'est intéressant de voir que les enfants et les adultes n'ont pas forcément la même vision de la pièce et reçoivent pas forcément le même message aussi, toujours de détermination plutôt que de vaincre ses peurs. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants
ont beaucoup de questions. Et moi, j'adore quand on est derrière le castelet. Parfois, on entend des mots. Lorsqu'on raconte quelque chose, il y a un enfant qui répète le mot qu'il a entendu. Et pour comprendre ce mot... Ouais, c'est ça. Il y a Il y a un peu de vocabulaire, les feux follets, tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Et il y a les enfants qui posent la question, c'est quoi un feu follet? C'est mignon. Et c'est très mignon, j'adore. C'est ça, c'est l'apprentissage. On parlait des mots tout à l'heure avec Gabriel Zimmermann. C'est la richesse, la richesse qu'on a en fait en entendant résonner ces mots. Et franchement, en fait, oui, c'est à partir de 4 ans, mais c'est complètement... on peut regarder ce spectacle demandait à jusqu'à partir de quel âge 92 ans, même plus tard. Mon neveu avec qui j'ai commencé le spectacle avait 5 ans et c'était lui qui jouait le héros Indiga et qui disait « Ce n'est pas la peur, la vraie peur, c'est pour après ». Eh ben oui, non mais c'est vrai. Et alors sur scène, alors vous êtes plusieurs. On va voir vos deux compères. Il y a Clémentine Stepanov et Jean-Pierre Cormary, bien sûr, mais pas que, puisqu'en alternance nous trouvons aussi Delphine André et Gabriel Spégiorin. Ou Spégiorin? Oui. Non, Spégiorin. Spégorine. Voilà. Delphine André aura sa première avec moi mercredi prochain. On est tous en alternance par duo. Ouais, oui, voilà. On a dû établir une alternance parce que pour certains, on a d'autres occupations aussi. Bah oui, pour l'été, parce qu'on va être là tout le mois de juillet. Exact. Voilà, mois de juillet, mois d'août. Si vous avez, comment dirais-je, si vous ne savez pas quoi faire, si vous me dites, allez, on va au théâtre, on va au théâtre et au moins vous apprendrez plein de choses. Alors justement, comment dirais-je? Vous travaillez en duo, mais vous vous croisez aussi, puisque en fait, Clémentine, tu vas être avec Delphine. On se tutoie dans la vie. Oui. On va tutoyer. En tout cas, il y a eu une transmission avec Jean-Pierre. On a transmis aux deux comédiennes de manière très subtile, quoi, tout ce qu'on avait appris. C'est ça qui est bien. Mais ce qu'il y a, c'est quand on est marionnettiste. Alors là, je parle au niveau du marionnettiste. La marionnette, c'est la suite des mains. C'est la suite du marionnettiste. Comment c'est là qu'on a du théâtre vivant, en fait, puisque 2 rôles différents, avec 2 manipulations différentes. Comment, en fait, c'est des nouveautés à chaque fois. On pourrait presque le revoir plusieurs fois, en fait, ce spectacle. Chaque comédien va apporter sa touche personnelle, ses émotions, sa manière de bouger. On s'entend, pardon. Avec Clémentine, on se regarde, on respire ensemble et on voit par moments, par rapport au temps, est-ce qu'on prend plus de temps sur certains passages. Il y a une respiration entre les 2 comédiens. C'est ça, et puis il y a une interaction entre les deux, c'est impressionnant. Oui, il faut que chacun sache exactement, parce qu'on a des décors à placer chacun. Alors, il y a une chose, c'est tout au long de ce spectacle rempli de suspense. Ça, pour connaître la fin, il faut donc aller voir la pièce, Les 7 peurs à la Comédie Saint-Michel à Paris dans le 6e. C'est 95 boulevard Saint-Michel. On entend une musique. Et cette musique, elle est composée par Adrien Rémy. D'abord, comment s'est fait cette rencontre? Et puis surtout, comment vous avez travaillé ces chansons? Alors Adrien Rémy, je le connaissais depuis longtemps par un court-métrage où on avait joué ensemble. C'est un très bon guitariste de jazz, compositeur lui-même, et on l'a invité à des répétitions et il a improvisé en regardant un peu comme au cinéma muet, quoi. Il jouait en voyant les images, il suivait l'action. Wow. Ça, c'était les premières représentations où on avait la possibilité d'être 3 sur scène et donc il était en bas de la scène et nous en haut et il jouait de comme un film muet, quoi. Oui. Et il improvisait comme ça. Et ensuite, on avait une captation de ça et on a fait appel à un autre guitariste pour enregistrer la musique du spectacle. C'est Vince le mariachi avec qui je travaille aussi sur mon album en ce moment. Oui, parce que tu es actuellement en studio. Et ça, vivement l'été, vivement la rentrée, on en reparle, c'est pareil, c'est de la poésie aussi. En plus, j'adore le titre. Ça, pour le savoir, ça sera au mois de septembre. Ça sera l'occasion de se revoir. Exactement. Comment dirais-je Et donc, du coup, vous avez travaillé ces 2 chansons.
Enfin, ces chansons, il n'y a pas que 2 chansons, il y en a plusieurs. 2 chansons et puis toute la musique qu'il a improvisée. Enfin, après, on a calé même des bruitages en fonction de l'action. Ouais. Enfin, et les chansons, je les ai composées. Oh là là. Et les paroles. Et ben voilà, non mais c'est ça c'est du talent. Contine. Comme disait Anna tout à l'heure, c'est des artistes complets. Il est 20h28, c'est une horreur. Alors, voilà. Merci vraiment beaucoup à tous les deux, Clémentine Stepanov et Jean-Pierre Cormary. Je vous invite donc à plonger dans l'aventure d'Indiga et la poésie des ombres chinoises. C'est intemporel et c'est vraiment pour tout le monde. Et surtout, ne lâchez rien. Je vous dis, vous sortez de la pièce, vous dites non, là j'ai un problème et il faut pas que je lâche. Et ben j'y vais. Indiga, il a réussi à passer, moi aussi je vais passer. Faut combattre nos peurs. Je voulais faire un petit clin d'œil pour une amie. Oui. Vous parlez de la blues romaine. Oui. Et j'ai une amie justement qui est artiste, Inga Latko, qui a écrit des poèmes et qui travaille sur la blues roumaine. Et justement, la blues roumaine, c'est un travail de très très longue haleine. Oui, ça peut prendre des années. Et quand j'ai vu son travail, elle passe un temps fou simplement pour un petit morceau de la chemise. Ouais. Mais c'est quand on voit la durée de la chemise, où là ça dure plus d'1 siècle et ça bouge pas. C'est magnifique. C'est magnifique. La blues roumaine, ouais. Matisse aussi qui avait peint. Oui. La blues romaine. Exact. Lydia, je vais écorcher son nom, donc je vais pas le dire. Bonjour à Lydia. On parlerait des heures avec nos invités. Ouais. Merci beaucoup. Et merci Gabriel Zimmermann. Donc je rappelle le recueil de poèmes Plus loin que l'atelier chez Tarabuste Édition, prix Max Jacob 2025. Et puis, merci beaucoup Clémentine Stepanov et Jean-Pierre Cormary. Je rappelle votre spectacle Les 7 Peurs, actuellement à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel à Paris, dans le 6e. La semaine prochaine, dans Bienvenue à l'Est, on continuera à parler entre autres poésie avec la poétesse Katia Kirov pour son recueil Embrasse la vie avec moi, paru chez Writer's Way. Et merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos pages Instagram et Facebook. Bienvenue à l'Est. Merci à Nolan et à toute son équipe, Alban et Noémie, pour la réalisation de cette émission. Et puis Anis aussi, qui était caché derrière Nolan. Ils sont 4. Je rappelle, voilà. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. À 21h, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'avenir. Merci Anna. Merci Jérôme. Merci à toute l'équipe. Et merci, on se retrouve la semaine prochaine à 19h dans Bienvenue à l'Est. Sur Armada. Et gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao.